Bienvenue à tous et à toutes, je suis ravi d'être là avec vous. Aujourd'hui, on va parler de l'imprévu dans le jeu de rôle et dans le GN, et donc de sa gestion, de qu'est-ce qu'un imprévu aussi, parce que c'est pas forcément évident dans le cadre d'un jeu de rôle qui, se prête à l'improvisation plus que la plupart des médias qui touchent à la narration. Donc je suis Alban Damien, alias Ténébos, et je suis en compagnie de Thomas Munier. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu, Thomas? Bonjour messieurs, mesdames, personnes non binaires. Voilà, je suis Thomas Munier, je suis auteur de jeux de rôle et puis un petit peu de GN. Puis du coup, je suis venu pour parler de mon expérience en la matière et puis tout ce qui est expérience aussi en tant que MJ Orga sur ces aspects-là, quoi. Du coup, merci Thomas. Pour ma part, du coup, j'ai un master en narratologie et en stylistique. Donc, je suis plutôt porté sur tout ce qui est histoire, narration. Je suis également MJ et créateur de jeux depuis quelques années déjà. Et ça fait le tour. Du coup, l'imprévu dans le jeu de rôle, qu'est-ce que c'est, Thomas? Je dirais que c'est une grosse part du jeu de rôle en fait. Et déjà, je pense que la première chose à dire, c'est que il va y en avoir, quoi. C'est-à-dire que même si tu as un scénario vraiment très linéaire, ou en tout cas, tu as essayé de prévoir tous les cas de figure, en fait, tu peux pas, enfin, tu peux vraiment pas tout prévoir, quoi. Ou alors, à moins de vraiment faire un jeu dont vous êtes le héros, tu sais, qu'on tenterait de lire à haute voix, quoi, hein. Mais enfin, la plupart des scénarios, même les trucs les plus toboggans que tu peux trouver dans le commerce, il y a plein de choses qui sont pas écrites. Par exemple, les dialogues sont très très rarement écrits, même ceux des PNJ. Il y a guère que même tu vois un jeu comme Sens Exalogie où les dialogues des PNJ sont énormément écrits. Je pense que c'est lui qui a le record en la matière. En fait, tu te rends bien compte qu'il il prévoit pas tous les dialogues des PNJ. Il y a quand même pas mal de choses qui doivent être improvisées. Ça veut dire que l'improvisation, quand tu es à une table de jeu de rôle, c'est obligatoire. Quelle que soit, entre guillemets, la solidité de ton scénario, il va falloir improviser. Donc je voulais déjà amorcer ce constat. Après, ça veut pas dire que moi, personnellement, au cours de ce débat, j'ai envie de faire une liste de tous les trucs pour improviser. J'ai personnellement écrit 2 articles sur l'impro, puis on va en trouver des très très bons un peu partout, que ce soit sur internet ou dans les livres type boîte à outils du meneur de jeu. Donc les outils d'impro, ils existent, il y en a vraiment beaucoup. Euh, L'idée, c'est pas du tout d'en tenir un état de l'art à ce moment-là. Peut-être que je ferai un focus sur certains outils vraiment pratiques, mais surtout, je voulais rappeler voilà cette nécessaire improvisation, que ce soit avec MJ ou sans MJ, avec scénario ou sans scénario, évidemment. Je suis effectivement d'accord avec ça, dans le sens où je vais même être un petit peu plus, je vais même, aller peut-être un petit peu plus loin que toi, dans le sens où pour moi le scénario c'est l'unité de la narration dans le jeu de rôle, dans le sens où même lorsqu'on part sur une session de full impro, on va quand même avoir tendance, lorsqu'on va vouloir parler de l'aventure qu'on a vécue, à y faire référence comme c'était quoi le scénario, c'était quoi le tweet, le plot, etc. Donc même à posteriori, quand on cherche à reconstituer l'expérience qu'on a vécue, il me semble que l'outil qu'on ait, l'outil le plus accessible, le plus habituel qu'on ait pour ça, ce soit de parler de scénario. Donc, donc ça montre bien que même dans l'état d'improvisation le plus poussé, le plus extrême, on n'en sort pas, en fait. Ouais, on pourrait parler de scénarisation au pied levé, quoi. Complètement. Et je pense pas que ce soit un mal d'ailleurs, dans le sens où, de même que la littérature a plusieurs genres, donc plusieurs manières d'aborder son propre objet, ou de même que, on peut en parler avec le cinéma aussi. Par exemple, le court-métrage, ça va pas du tout être le même format qu'un film, et ça va changer pas mal de choses. Big up aux déclarations d'amour pour l'impro dans le chat. En soi, je sais pas si on a vraiment des différences de format dans le jeu de rôle à l'heure actuelle, à moins de vouloir partir sur jeu de rôle solo, livre-aventure, donc de considérer que le livre-aventure c'est un jeu de rôle, ce qui posera certainement problème. Je voudrais rapidement rebondir sur un point que tu as dit. Ça me permettra en même temps de répondre à une question du chat, en fait,
qui était est-ce qu'il y a une différence entre l'improvisation à partir du dé et l'improvisation à partir de la création des joueuses? Parce qu'en fait, tu as parlé de jeu de rôle solo. Et donc, en fait, le jeu de rôle solo est intéressant parce que déjà, il nous montre qu'il faut de l'imprévu. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut faire du jeu de rôle en solo, en fait, il ne veut pas tout planifier. La plupart du temps, il ne veut pas être en train d'écrire une nouvelle ou d'inventer une histoire dans sa tête. Il a besoin, en fait, de ces événements d'imprévu. Et donc généralement, en jeu de rôle solo, on va utiliser justement énormément d'oracles, d'outils d'improvisation, eh bien pour faire venir cet imprévu. Et ça, on pourrait dire que c'est l'imprévu du dé, quoi. Bon, il y a des techniques d'improvisation sans dé, bien sûr, mais je renvoie juste aux habituelles tables aléatoires, tables de réaction et compagnie, quoi. Bien en fait, ça, je trouve que c'est pas si différent. Je vois pas tellement de différence en fait, si tu veux, avec l'imprévu quand tu dois rebondir en fait sur les remarques des autres joueuses, quoi. Dans un cas, on a un soliste ou un MJ en fait qui va jeter un dé, qui va lui envoyer, en fait, lui livrer une narration sur qui va interpréter, réintégrer. Et en fait, finalement, c'est ce qu'on va faire dans les jeux sans MJ ou dans les jeux avec MJ où le MJ tient un tant soit peu compte des inputs des joueuses. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des entités, que ce soit le dé ou que ce soit les autres joueuses, qui vont t'envoyer en fait qui vont t'envoyer des éléments. Et c'est à toi de voir si on peut les intégrer, comment on se les approprie. Et en fait, voilà, les joueuses, elles ont un caractère quasiment aussi aléatoire que le dé, voire plus, quoi. Je pense on a tous en tête un exemple de joueuse qui a fait un truc, mais vraiment mais totalement soit claqué au sol, soit une idée géniale, soit un truc mais tellement insolite que jamais on n'y aurait pensé. Donc, enfin, elles fourniront toujours plus d'aléatoire que n'importe quel dé, quoi. Alors j'avais une anecdote personnelle et puis je voudrais rebondir sur Cassio, mais je vais te laisser la parole d'abord, Alban. Du coup, autant rebondir sur ce que dit Cassio, effectivement. Donc Cassio demandait si on devait faire une différence fondamentale entre imprévu et imprévu, dans le sens premier imprévu qui touche aux décisions des joueurs et des joueuses, donc ce qu'ils peuvent faire de complètement inattendu et qui risque de mettre à mal le scénario potentiellement, et imprévu en majuscule qui touche plutôt aux différences, aux problèmes méta qui peuvent se poser, problèmes de connexion, etc. Ouais, c'est en fait la différence entre l'émergence et puis les accidents, quoi. Et le méta, voilà, c'est, je pense que c'est la grosse nuance qu'on peut faire. C'est l'une est en jeu et l'autre est hors jeu, tout simplement. Alors, ce n'est le but, le propos, c'est pas de dire que le l'hors jeu a moins de valeur. Au contraire, ça affecte beaucoup la table. Mais il se pose pas du tout sur le domaine de la fiction. Sachant qu'il y a un petit exemple entre les deux que cite Cassio. En fait, quelqu'un a mal compris une phrase la semaine dernière et puis du coup, ça réinterprète toute la fiction. Tu vois, ce genre de choses, quoi. Alors, le processus de la recognition, c'est quelque chose d'assez de connu dans tout ce qui touche à la narration. C'est une forme de tension, en fait. C'est une forme de tension narrative, c'est développé par Raphaël Baroni dans Tension narrative, l'ouvrage éponyme. Donc c'est une forme de reconnaissance qui participe à la curiosité, il me semble. Parce qu'il y a 4 tenants de la tension narrative qui sont le suspense, la surprise, la curiosité et le rappel. Et pardon, ce n'est pas la curiosité, c'est la surprise qui force une réinterprétation des éléments. Et en soi, ça a rien de négatif, au contraire. Alors ça peut arriver sur le mode déceptif, donc ça peut représenter une déception et en mode ah mince j'avais compris ça. Effectivement je pensais qu'on allait jouer à Bioman RPG et pas à Call of Cthulhu. Bon ok. Mais dans le domaine de la fiction, là l'exemple que je viens de prendre il était extérieur à la fiction, dans le domaine de la fiction, je pense que forcer la réinterprétation des joueurs sur une incompréhension c'est quelque chose qui arrivera toujours parce qu'on est humain, autant le MJ ou la MJ que les joueuses. Et à partir de là, rater des éléments, c'est quelque chose qui se fait très souvent. D'ailleurs, c'est bien pour ça que la règle des 3 indices en enquête est aussi efficace. La règle des 3 indices, c'est une manière de créer les scénarios d'enquête en répétant chaque indice sous 3 formes différentes. Parce que, je cite l'article initial, le premier indice, les joueurs ne le verront pas. Le deuxième, ils en auront rien à foutre. Et c'est seulement au troisième qu'ils y accorderont de l'intérêt.
Du coup, on voit bien que cette obligation de répétition, elle part bien du principe qu'en tant que joueur, on va pas tout voir. Et c'est normal. La recognition, le fait de redécouvrir un élément, devoir réinterpréter à la volée un élément, c'est pas quelque chose de négatif pour moi. Au contraire, c'est quelque chose qui est susceptible de raccrocher un intérêt, de raccrocher des éléments et de te pousser à revoir, oui, à réévaluer en fait ta vision du jeu. Ce qui est quelque chose de plutôt bien à mon sens. Ouais, j'essaie de mettre un exemple pour essayer de bien comprendre de quoi veut parler Cassio sur cette idée de flou entre émergence et accident. Ça peut être par exemple, eh bien, on refait une séance un mois après, tu demandes à une joueuse de faire le débrief oral de ce qui s'est passé la fois précédente, puis elle dit ah oui, bah, on a rencontré tel PNJ et c'est un méchant. Puis là, le MJ dit mais attends, mais non, c'est un gentil, enfin, je vous présentais comme gentil, vous avez complètement votre mémoire vous joue des tours, quoi. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu te poses la question: «Ah bah, en fait, attends, peut-être le réintégrer ça dans la fiction, en peut-être que effectivement, elles ont eu ce figurant a fait mauvaise impression et s'il a fait mauvaise impression, est-ce que c'est parce qu'il est effectivement méchant ou est-ce que c'est parce que les PJ, se trompent sur son compte?» Ainsi de suite. Ah mais ça, en tant que MJ, enfin, l'un des énormes avantages du jeu de rôle en tant que médium, c'est qu'on peut tricher. C'est vu qu'on a un rapport immédiat avec le fait de réinterpréter la fiction, il n'est pas valable uniquement pour les joueurs. Dans le sens où on pourrait attendre que les MJ aient un scénario tout prêt, quelque chose de solide, d'ordonné, de cloisonné, en dehors des sessions d'impro. Mais ça fait partie du premier propos que tu as tenu, Thomas, lors de l'enregistrement de ce podcast. C'est un scénario, même aussi prévu, aussi cadré que possible, va toujours avoir des zones de flou. C'est quelque chose de normal, c'est quelque chose d'assumé, et à moins de rentrer dans un livre dont vous êtes le héros, ou éventuellement dans certains RPG de jeux vidéo, c'est quelque chose qui arrivera toujours. Le fait de réinterpréter un élément de sa propre fiction en tant que MJ, en réfléchissant sur ce qui fait raccord, donc est-ce que ça reste légitime, est-ce que ça tord les événements qui se sont déjà déroulés, c'est c'est quelque chose de normal en fait. Je vois pas en quoi ça poserait problème, en tout cas du côté de la fiction. Alors, je vais me permettre de revenir rapidement un petit peu plus dans le détail sur ce qu'a dit Cassio parce qu'il y a du grain à moudre. Donc, il donne l'exemple de l'imprévu. Par exemple, les PJ décident de passer par les égouts pour atteindre le château. Et ça m'amène à un truc en impro que j'appelle le dilemme du château inversé. C'est un exemple qu'on va souvent voir cité. C'est, tu sais, en fait, la mission, c'est d'aller attaquer un mage qui est tout en haut de la tour. Et donc le MJ a prévu tout un tas de péripéties à l'intérieur de la tour pour atteindre le mage. Et puis, en fait, un des PJ a la bonne idée d'utiliser une machine volante ou un sort de lévitation. Enfin bref, les PJ se téléportent en haut de la tour directement. Et donc là, en fait, il y a deux solutions à faire. Il y en a une qui est d'inverser le château, c'est-à-dire que, ah bah non, en fait, le mage, si tu veux, le mage n'est pas en haut de la tour, il s'est réfugié dans les souterrains et en fait, il faut redescendre, il faut redescendre tous les souterrains. Et en fait, tout ce que tu as prévu dans la tour comme rencontre et péripéties, en fait, tu les délocalises dans un souterrain. Enfin, tu fais ton scénario en miroir. Ça a souvent été présenté comme un parangon de l'improvisation et du sauvetage de scénario, mais aujourd'hui, je le vois un petit peu plus décrier en fait cette solution comme étant en fait un non-respect, si tu veux, de l'agentivité puis de l'astuce des joueuses, quoi. Oui, je suis parfaitement d'accord avec ça. Et en fait, on va entendre des voix pour dire que, eh ben, si les joueuses, elles ont été plus malignes que toi sur ce coup-là, il faut accepter. Il faut accepter, en fait, de perdre, limite de finir la soirée, à 9 heures du soir et bah, parce que voilà, elles arrivent direct au mage et puis du coup, on fait directement la confrontation au mage. On n'essaie pas de sauver à tout prix son scénario. Il y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein. Je pense qu'il faut juste connaître le dilemme. Moi, je vais pas dire c'est qu'est-ce qu'il faut faire, quoi, hein. En fait, ça me permet de rebondir sur un truc que je voulais aborder en cours de cette discussion, et qui touche à une forme de scénario. Dans le sens où je disais tout à l'heure qu'on n'avait pas forcément de cadenas pour écrire les histoires, dans le sens où ce serait comparable à la littérature ou au cinéma avec d'un côté les courts-métrages, de l'autre les films, etc.
Mais en fait, je crois qu'il y a que j'ai dit une bêtise, dans le sens où le donjon me paraît être une forme de scénario, assez particulier. Pourquoi? Parce que le donjon possède déjà d'office une carte, des éléments, des rencontres, des pièges. En fait, c'est un scénario miniature quand on y réfléchit. Parce qu'il y a tous les éléments nécessaires pour faire jouer qui sont présents déjà dessus. Je sais pas si tu es d'accord ou pas avec moi, Thomas, à ce stade. Si, 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 bien sûr, ouais, c'est un scénario, ouais. Et du coup, même quand on intègre le donjon à l'intérieur d'un scénario, en soi, c'est une forme de mise en abîme en fait. Parce qu'on intègre un mini scénario à l'intérieur du canevas plus large qui est censé constituer notre aventure. Et du coup, le donjon me fascine et me dégoûte, dans le sens où son archétype, c'est quand même l'exploration souterraine ou l'exploration du château, etc. Et moi, j'ai toujours considéré que quand il y a une chambre au trésor dont on sait qu'elle est de l'autre côté du mur, on casse le mur. On s'amuse pas à faire tout le tour. Je veux dire, quel aventurier décent se prendrait la tête avec tous les pièges et tous les boss, alors qu'il peut juste faire le tour? Et c'est pas valable avec le sort de lévitation pour monter au-dessus de la tour, etc. En fait, est-ce que je peux proposer une explication à ça? Oui. En fait, j'ai l'impression, si tu veux, que en fait, les joueuses font une certaine forme de politesse au MJ dans le sens où je pense qu'il y a un moment, enfin, la plupart des joueuses, elles acceptent de pas casser les murs, tu vois, justement, elles disent ouais, on pourrait prendre des explosifs et tout faire péter. Enfin, on pourrait prendre des raccourcis et tout, mais il y a un moment, je pense que moi, la logique me paraîtrait que voilà, si le deal c'est que le MJ a préparé un scénario, eh ben le deal c'est qu'on y joue quoi. J'avoue que j'aime pas trop, tu sais les joueuses casseuses de scénario qui font tout pour essayer de voilà de démolir le scénario, de trouver les raccourcis, parce qu'il y en aura toujours en fait. Tu peux toujours, ouais, si tu veux péter un scénario, tu y arriveras en fait. Mais justement, là, il me semble, en fait, il me semble que le fait de vouloir péter un scénario et la logique et la mentalité de péter un scénario, c'est pas quelque chose de si évident qu'il n'y paraît. Dans le sens où, là, tout de suite, on est en train de dire que, enfin, t'es en train de suggérer que le fait de péter un mur dans le donjon, ça détruise le scénario. Si on considère effectivement que le scénario, enfin, que le donjon constitue un mini-scénario, oui, c'est le cas. Mmh. Mais effectivement, en plus, comme le dit Kinalia, alias Mélisande, c'est pas toujours volontaire de péter un scénario, donc la bonne volonté des joueurs n'est pas à mettre en cause. Enfin, pas dans tous les cas. Ouais, surtout des fois il y a un peu de dissonance cognitive entre le discours, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais en même temps j'aimerais bien que vous passiez pas à travers mes murs invisibles quoi. En outre, voilà, le fait de trouver des options qui sont pas considérées par le MJ, mais qui constituent quand même une solution viable et valable, est-ce que c'est vraiment casser le scénario? Et c'est là où le sort de contrôle de la terre du druide pour écarter les murs du donjon commence à être assez difficile à distinguer en fait, enfin à analyser, dans le sens où est-ce que c'est vraiment péter le scénario alors qu'il utilise un sort qui est présent dans le système de jeu? Bah, parce qu'en fait, c'est mis en tension avec des contraintes, hors jeu qui est de, par exemple, bah, voilà, si vous passez à travers le donjon en 1/2 heure et bien, on peut tous aller se coucher, quoi. Tu vois? Je vais citer un exemple personnel. Alors avant de citer, je voulais, refaire un big up à Bellefeuille parce que je pense qu'il va être navré si on parle pas assez de jeux sans MJ. Je pense qu'il y a aussi des clauses de politesse, dans le jeu sans MJ ou dans le sens où on va c'est dans le jeu sur MJ, surtout quand il y a du surnaturel, on peut très facilement fabriquer des personnages omnipotents qui peuvent littéralement démolir les intrigues que les autres mettent en place. Et je pense que souvent, on sait quand même des politesses pour pas faire de l'optimisation narrative à fond, et tirer la couverture à soi et puis démolir les plans des autres, ou même, je pense une politesse par exemple si un personnage a un arc narratif, on va pas résoudre son arc narratif au bout de 5 minutes pour dire allez on passe à autre chose. On va au contraire essayer de lui proposer des épreuves intermédiaires pour faire monter son arc narratif et qui dure toute la séance, ou une bonne partie de la séance. Dans le jeu sans MJ, on se fait aussi des politesses, hein. Il n'y a pas que avec MJ et scénar qu'on se fait des politesses, dans le sens où en fait dans le jeu sans MJ, surtout les jeux où il est surnaturel, tu pourrais très bien développer un personnage super puissant qui va euh, qui va démolir les intrigues des autres, passer au travers très rapidement. Et généralement on le fait pas
On pourrait aussi, par exemple, résoudre l'arc narratif d'un personnage en 5 minutes, tu vois? Généralement, on le fait pas, on va au contraire lui offrir des péripéties, des relations, des interactions avec nos propres personnages qui vont faire que l'arc narratif de chaque perso va mettre toute la partie pour se déployer. Je voulais revenir rapidement sur la notion de scénario avec donc une anecdote qui m'est arrivée la semaine dernière. Là, il y a Iris et Tapis qui peuvent en témoigner puisque elle faisait partie de mes joueuses. En fait, actuellement, j'ai une campagne 1000 veaux en cours, alors que j'ai voulu être assez arborescente, hein. C'est-à-dire que tu as 30 scénarios et en fait, pour jouer la campagne, tu vas jouer que 10 scénarios. Donc ça vous donne une idée un petit peu du niveau d'arborescence, quoi. Ça veut dire qu'il y a 20 scénarios qui seront pas joués en fonction des choix des joueuses. Ceci dit, mes joueuses ont réussi à aller encore plus loin que cette liberté que j'avais proposée, puisque j'avais quand même, il y a un moment en fait dans cette campagne, il y a un petit couloir en fait de 2 scénarios. Là, il y a pas d'arborescence, on peut pas forquer vers un autre scénario. Et donc pendant ces 2 scénarios, en fait, on est dans une ville assiégée. Et l'idée, c'était que j'avais prévu que si éventuellement les personnages voulaient fuir la ville, eh bien, ils se retrouvaient nassés en fait par les assiégeants, qui les obligeaient en fait à intégrer leur rang. Et du coup, ils faisaient les scénarios, ils continuaient le scénario, mais du côté assiégeant, quoi. Et en fait, sans rentrer dans les détails, je vais être très rapide. Eh bien, en fait, les joueuses ont réussi à un jet de dés. Voilà, j'avais mis la difficulté max, mais elles ont quand même réussi. J'avais décidé de pas mettre une difficulté infinie, juste une difficulté haute, qu'elles ont réussi. Et du coup, eh ben, elles ont réussi en fait à traverser le barrage des assiégeants. Elles ont littéralement fui la ville et fui la zone de siège. Et du coup, bah, en fait, il y a mes 2 scénars, j'ai dû les mettre à la poubelle, quoi. C'est grosso modo, on a fait, du coup, on a continué la partie, on a fait de l'impro pendant 2 heures, et en se disant que on rabouterait sur le scénar suivant, la campagne prochaine. Et je crois que du coup, la conclusion de ça, c'est que des fois, quand on scénarise, la gestion de l'imprévu, c'est quoi? Bah, c'est d'être prêt à jeter une grosse partie de son matériel, en fait, de pas trop s'y attacher, quoi. Je vais rebondir sur un truc que dit Bellefeuille dans le chat et que je trouve très vrai. Il dit moi j'aime quand on joue au service les uns une des autres. Et je trouve que effectivement c'est la base en fait du jeu de rôle tout court. C'est pas une base évidente dans le sens où elle forme pas une obligation pour jouer, mais en revanche, il me semble que c'est un gage de réussite. J'ai jamais connu une table où justement on est joué ensemble, dans le sens c'est pas été, on n'est pas été les joueurs contre les MJ. Non, on jouait ensemble pour créer une histoire. Moi, ça m'arrive souvent de demander des pistes aux joueurs ou réciproquement d'avoir les joueurs qui viennent me voir et qui me disent. Là encore, je peux prendre l'exemple d'un de mes joueurs qui est présent dans le chat puisque Eril l'a fait, qui viennent me voir et qui me disent, écoute, je vois pas comment mon personnage peut évoluer à ce stade. Je vois pas ce qu'il peut faire. Et je vois pas comment il peut changer parce que ses options, ses choix ont été mauvais jusqu'à présent et pourtant il a essayé de faire de son mieux et ça a toujours mal tourné. Donc comment est-ce que je peux faire comment je peux évoluer? Et j'ai pas donné je lui ai donné des pistes, on en a discuté, il m'a répondu, etc. Il n'y a pas eu d'obligation d'un côté ou de l'autre. Inversement, il a pu il a pu me parler, et comme la plupart de mes, oui, pauvre Ormond, comme tu dis, Eril. Inversement, mes joueurs ont pu parler de la fiction qui vivait avec moi, de ce qu'ils voulaient y voir advenir, me proposer des pistes complètement inattendues et impromptues. Là, je pense à un autre de mes joueurs, Marc, également présent, qui, pour se débarrasser d'un PNJ qui l'embêtait beaucoup, accusé d'un crime odieux, mais tout à fait crédible. Faux, évidemment, mais tout à fait crédible. Et du coup, tous les autres ont marché. Et ces solutions, ces discussions, ces propositions me semblent d'autant plus importantes que, comme on le disait en début de conversation, les joueurs et les joueuses constituent une source d'inspiration. Et justement, Bellefeuille le redit ici, un générateur d'imprévus extrêmement puissant, bien plus qu'une table aléatoire. Et pourquoi
ça l'est bien plus, c'est parce que les propositions qu'ils amènent, c'est des propositions qui a fortiori les intéressent. Et généralement, jouer ce qui intéresse les joueurs et les joueuses, c'est un peu une garantie de succès. En tant que MJ ou que joueur dans le cadre du jeu sans MJ, on a cet avantage qui est que le reste de notre public, il est présent avec nous, il est à côté, et on peut leur parler. C'est quelque chose de très précieux, je pense. Contrairement aux médias où il n'y a pas forcément cette communication réciproque. Où le spectateur est dans une simple position de spectateur. Alors, je voudrais un peu jumper, donc ça, on a beaucoup parlé, tout ce qui est vraiment fiction et impro, et je voudrais jumper sur l'aspect logistique, parce que là, il nous reste un quart d'heure pour le débat à deux. Ça me paraît vraiment important de l'aborder. Et c'est là aussi on va voir qu'il n'y a pas trop de différence avec MJ ou sans MJ, puisque l'aspect logistique, ça va toucher les deux types de jeux. Parce que KCO va l'air de dire que finalement tout ce qu'on parlait c'était surtout des problèmes avec les jeux avec MJ, ou plutôt avec les jeux avec scénario quand il y a de la fiction à sauver. Parce que jeu avec MJ, sans MJ souvent c'est de toute façon très basé sur l'impro. Pour les problèmes logistiques, par exemple, KCO cite un exemple vraiment intéressant, c'est on a prévu de jouer en ligne et en fait la connexion lag. Qu'est-ce qu'on fait en fait Qu'est-ce qu'on fait si l'outil est défaillant? Alors évidemment, comme dans les cas que je vais citer plus tard, il y a toujours la solution de ne pas jouer, mais bon, ça va être un peu déceptif. Là, on va essayer de trouver des solutions pour jouer malgré tout, quoi. Et donc, si t'as pas de connexion, ça peut être bon. En fait, quelqu'un n'arrive pas à aller sur le Discord. Il n'arrive pas à se connecter en vocal. Peut-être qu'un joueur, en fait, ce joueur-là va peut-être jouer sur le salon textuel à côté, tu vois. Ça se voit hein, déjà parce que ça c'est des choses qui se font. C'est même instrumentalisé dans des jeux comme This Discord's As Ghost in It, où il y a une partie des joueuses qui font que du textuel. Ou alors tout le monde peut passer en full textuel. On se fait une petite partie via Facebook, voilà, une petite partie en textuel. On peut jouer, pourquoi pas, hein, pas du tout Internet. On peut jouer avec des textos au téléphone, voire même se dire bon on se dédie la soirée où chacun fait des solos de son côté et puis on mettra en commun pour la prochaine fois. Cette question d'imprévu logistique, elle est très très présente dans le GN. Surtout cette année avec la pandémie, il y a un tas de GN qui ont été annulés et donc on voit qu'il y a des solutions qui sont trouvées aussi. Par exemple, pour tous les GN qui ont été annulés cette année, il y a eu beaucoup de GN qui ont été reportés en ligne et on a vu un petit peu l'émergence d'un média qui était jusqu'à présent pas très développé, qui est le GN virtuel. Et c'est vraiment intéressant de voir comment des orgas essayent de transposer leur mécanique de GN sur du virtuel, quoi. Par exemple, il y a un GN virtuel, il y a un GN qui s'appelle Hackerspace, et en fait, l'idée c'est que au début c'était un GN présentiel, et il y avait une joueuse qui jouait en fait un avatar, un petit peu comme dans le film Avatar, quoi. Et donc elle devait avoir les yeux masqués. Et donc elle est en aveugle. Et en fait, il y a un joueur qui joue le hacker qui communique avec l'avatar via un micro, par exemple, un micro épaulette, et qui en fait le guide à travers une pièce qui est censée représenter une réalité virtuelle qu'on essaye de hacker, quoi. Eh bien, en fait, ils se sont rendus compte que la mécanique, on pouvait la transposer en gène virtuel. C'est-à-dire que il y a l'avatar qui est dans son appartement. Alors, il faut qu'il y ait une troisième joueuse qui a plutôt un rôle d'orga, c'est-à-dire qui va préparer l'appartement, qui va aussi sécuriser pour éviter que l'avatar se cogne dans les murs, ce genre de choses, quoi. Et puis donc, il y a le hacker qui est une personne qui peut être à l'autre bout de la France, hein, qui est juste connecté en ligne et qui va donner des directives à l'avatar, quoi. Donc voilà, le GN virtuel. On a aussi souvent on a des gros problèmes en GN. Alors quand toutes les joueuses qui étaient prévues ne sont pas là. Surtout que des fois, si tu veux, il y a certains GN où il y a des persos qui ont été écrits pour être super importants dans l'intrigue, et du coup, si la joueuse qui était censée jouer le super perso est pas là, eh ben ça peut vraiment remettre en péril la tenue du GN. Donc là, en fait, l'idée c'est de mettre en place des techniques, soit des techniques d'impro qui font qu'en fait on se débarrasse du scénario, comme ça s'il y a pas de scénario à sauver, on n'a pas ce problème-là qu'il manque un PJ, un PJ crucial. C'est évidemment la position que j'ai prise avec le GN Laissante, où il n'y a pas de scénario ou si peu, et puis en fait
T'as par exemple les PJ ont des liens relationnels avec d'autres PJ, mais c'est juste mis tu aimes un PJ, tu veux voler un objet à un autre PJ. Mais c'est pas défini à l'avance qui c'est, donc du coup tu vas t'adapter, c'est élastique, tu vas t'adapter en fonction des personnes qui sont présentes. Mais on peut aussi avoir, si on a des GN avec des persos écrits à l'avance, on peut quand même se débrouiller. Je pense que la solution, c'est que il n'y ait pas un personnage qui soit plus important qu'un autre. Ils ont tous des histoires de. En fait, chacun est le héros de sa propre histoire. Et aussi, il faut qu'ils aient beaucoup de choses à faire, beaucoup d'objectifs RP différents, ce qui fait que il y a peut-être, s'il y a des joueuses qui sont absentes, il y a peut-être certains objectifs RP qui ne seront plus faisables. Là, si tu dois séduire la duchesse, mais que la joueuse de la duchesse est pas là. Mais comme quand tu as toute une batterie d'objectifs RP, tu auras quand même des trucs que tu pourras faire. Ça, c'est l'option qui a été prise pour un GN avec perso écrit qui s'appelle Un mariage dans la mafia et que tu peux jouer, je crois, de 15 à 40, quoi. Bah, c'était aussi l'option que j'avais pris pour le GN Descente. Donc Descente, c'est un jeu de Thomas que j'ai fait jouer lors de la Cyberconv qui s'est tenue il y a quelques jours. J'avais prévu un nombre assez conséquent de liens. Enfin, j'avais prévu le nombre normal de liens en partant du principe que ce serait suffisant s'il y avait des absents. Et il s'est avéré que, eh bien, les absents ont quand même creusé un gros trou dans les personnages et dans les liens que j'avais prévus. Donc, la réflexion que j'ai eue après coup, ça a été est-ce que je dois préparer plus de liens pour laisser plus d'options? Parce que c'était aussi des liens qui étaient intéressants en fait. C'était pas le problème n'était pas tant du point de vue du nombre, que du point de vue de la qualité. Dans le sens où les joueurs et les joueuses qui étaient affectés pouvaient trouver beaucoup d'intérêt aux liens qui disparaissaient et du coup perdre un élément qu'ils avaient envie de jouer. J'ai pas l'impression du coup que avoir plus de liens aurait pu corriger ce problème. Tu vois ce que je veux dire? À l'inverse, ne pas les lier, enfin ne pas donner d'office de personnage type auquel ces liens-là Te rattacher, ouais. devraient ouais, merci. Ça aurait posé problème aussi parce que l'avantage de ces liens fixes, parce qu'il y a les deux hein, dans les centres. Il y a d'un côté des liens fixes, mais de manière beaucoup plus mobile en fait. Solution, ça peut être ça. Le mieux, c'est de faire un tableau et de faire ça par écrit. Si tu fais ça par oral, le temps que tout le monde explique quel lien il a besoin, qu'on discute, ça peut être méga long et pas intéressant du tout. Tu sais que la phase de lien, généralement, dans tout ce qui est brainstorm, c'est un truc qui me fatigue un peu parce que ça peut vite être vraiment long, quoi. Ok. Alors notez, je me suis mis une petite note là. Trouver une mécanique de lien qui dure moins de 10 minutes au briefing. Euh, un tout petit point sur l'absence de joueuses. Il y a un vieux jeu qui gère ça, c'est Rêve de Dragon, où tu as une notion de bleu rêve ou de gris rêve. En fait, enfin, grosso modo, quand une joueuse n'était pas là, enfin, son personnage disparaît en fait dans un rêve, quoi. Et du coup, et il peut repoper de façon un peu aléatoire. Et du coup, c'était une façon assez élégante, je trouve. De gérer en fait l'absence d'une joueuse sans poser le problème que je pense qu'on a tous connu de bon bah ton perso la joueuse n'est pas là mais son perso est toujours là donc il suit les autres mais tu sais en mode zombie sans cervelle qui pose toujours quand même pas mal de problèmes quoi. Je note que l'élégance justement apparaît au moment où la disparition du joueur ou de la joueuse est gérée du point de vue narratif et plus tant du point de vue méta narratif. Ça serait intéressant de voir si c'est pas enfin si c'est une notion d'élégance holistique partagée. Si c'est juste nous, parce que je la partage également, hein, mais si c'est juste nous ou si c'est le cas. Ah bah c'est les goûts et les couleurs hein, ouais. Ouais, parce que il y avait enfin ceci dit moi je suis pas toujours d'accord sur le tout narratif pour justifier des ALR. Bellefeuille disait dans le chat ah c'est bien quand on se met d'accord de façon implicite. Ouais, bah, en fait, je suis pas d'accord. Enfin, ouais, des fois, c'est bien, on arrive à monter une narration, surtout quand on a une grosse expérience, théâtre d'impro, par exemple, on arrive à monter une narration où jamais on passe en méta et on se met d'accord, on me dit les uns sur les autres, c'est magique. Mais il y a quand même un certain nombre de fois où quand tu prends pas la peine de passer un petit peu en méta pour vérifier avec les autres qu'on va dans la même direction,
ça peut amener à des petits soucis, quoi. Bah, le problème de l'implicite, c'est justement que comme il ne passe jamais, au stade explicite, il y a jamais de certitude d'avoir absolument compris l'autre. Mais c'est un problème de qui touche tous les médias, en fait, et toutes les communications et pas seulement, le jeu de rôle. Après, est-ce que enfin, on peut considérer, que le risque en vaut la chandelle parce que, effectivement, ça fluidifie la partie, parce qu'aussi ça peut donner une forme une communication organique, en fait, quelque chose une fluidité qu'on n'aurait pas ailleurs. Je pense à ce petit jeu Mind, où on a des cartes et le principe, c'est de les mettre dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on a des cartes qui vont de 1 à 100 et on doit mettre d'abord la carte 1, puis la carte 2, puis la carte 3, sachant que les joueurs ont un nombre limité de cartes qui est toujours nettement inférieur au 100. C'est-à-dire qu'au maximum, on va se retrouver avec, je crois, 12 cartes pour 3 joueurs. Donc, on n'aura jamais les 100 cartes. Et le principe, c'est que justement, le moment où on réussit à atteindre ce degré de complicité qui permet de poser toutes les cartes, on a quand même un beau sentiment d'achèvement. Oui, oui, tu fais bien de nuancer ce que j'ai dit, hein. Il y a, on peut y arriver à l'implicite et ça se travaille. Mais voilà, là encore, c'est un risque, parce qu'on voit à quel point les parties de The Mind sont casse-gueule. Je pense aussi que ça dépend beaucoup du contexte, en fait. Il y a des contextes dans lesquels on peut se le permettre sans risque. C'est clairement pas quelque chose que je ferais jouer en convention. C'est-à-dire qu'en convention, je cherche à mettre autant de côté l'implicite que possible, parce que, ou alors, de le contrôler beaucoup. Tu vois, tu connais pas assez bien les personnes, quoi. C'est ça. Pour moi, la sécurité prime dans ces contextes-là. Oui, mais pas que la sécurité émotionnelle, hein, juste enfin, entre guillemets, le fun partagé, quoi, hein, et puis, est-ce qu'on s'est bien compris, quoi? Ouais, voilà. Comme le dit KCO dans le chat, The Mind est très neutre émotionnellement parlant, alors que le JDR brasse beaucoup plus de choses. Du coup, ça vaut le coup d'avoir, eh bien, ouais, de prendre ses précautions, on va dire. Je voudrais terminer sur 2 points en ce qui me concerne. En GN, on avait aussi la question des aléas climatiques. C'est quelque chose qu'il faut prévoir, quoi. Alors, évidemment, on peut forcer sa chance, hein, tu vois qu'en GN, la date à laquelle tu prévois ton truc, est super importante. Moi, j'aime bien, si je veux être sûr d'avoir du beau, généralement, je me débrouille pour me caler sur, la 2e quinzaine de septembre. Généralement, en Bretagne, on a du très beau temps, ça m'a jamais, fait défaut. Mais par contre, des fois, j'ai envie d'avoir du mauvais temps, donc ça m'arrive de caser des GN, exprès en février pour être sûr d'avoir un temps pourri, quoi. Donc voilà, c'est, entre guillemets, voilà, pour dire que les imprévus peuvent se prévoir en quelque sorte. Mais bon, il faut pas hésiter à se dire, «Bon, bah, ça se trouve, il va pleuvoir à fond» et soit, les joueuses endurent ou soit, c'est bien d'avoir, par exemple, un local couvert, pour, voilà, bon, bah, tant pis, on va finir le GN à la taverne, des choses comme ça, quoi. Et puis, il y a plein de sortes de pilotage au radar, j'en ai pas eu le temps d'aborder, mais par exemple, quand tu maîtrises une gamme et tu sais, tous les suppléments sont pas encore sortis, ils sortent au compte-gouttes, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu, bah, on se contente de te limiter au matériel connu ou est-ce que tu commences à partir dans des uchronies? Bon, voilà, il y a pas de réponse, bonne ou mauvaise, hein, mais je voulais juste aborder cet aspect. Eh bien, on est arrivé au bout des 45 minutes et on vous reprend dans 5 minutes du coup. Du coup, nous voilà rendus à la deuxième partie de cette discussion à propos de l'imprévu dans le jeu de rôle et dans le GN. Deuxième partie qui cette fois va être consacrée à un échange entre le public et nous-mêmes, mais également entre le public et le public. Donc, juste pour que tout le monde puisse parler, je vais vous demander, lorsque vous voulez avoir un droit de parole, simplement de dire mettre un +1 dans le canal, +1, +2, +3 dans le canal textuel affilié, histoire qu'on ait l'ordre de parole pour les gens. Est-ce que du coup, il y a quelqu'un qui veut ouvrir, qui veut réagir à quelque chose qu'on aurait dit, qui aurait été, eh bien, qui serait resté insatisfait J'ai pas du tout l'intention de, comment, de spammer, cette deuxième partie. J'ai déjà bien parlé, mais bon, là, vu qu'il y a personne, en attendant que les gens arrivent. On a beaucoup parlé du désistement de joueuses. Bah, déjà, c'est une chose, qu'il faut respecter. J'avais écrit un article qui s'appelle le droit de retrait, c'est-à-dire que ça me paraît, même si des fois, ça peut mettre beaucoup dans l'embarras quand, les joueuses sont absentes, voire même se désistent au dernier moment ou carrément en plein cours de briefing.
Mais c'est quelque chose, je pense qu'il faut respecter. Parce qu'on a tous des impératifs, des fois qui sont plus importants que le jeu. Et je pense que voilà, si on veut que quand ce sera notre tour, on sera bien content que les gens acceptent qu'on se désiste sans faire un scandale, quoi. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir des systèmes qui puissent endosser le désistement de joueuses. Et également, c'est aussi pour ça, je vais pas parler des campagnes en table ouverte, mais ça me semble être une bonne méthode pour gérer les désistements, c'est-à-dire en fait, voilà, la campagne, que ce soit avec MJ ou sans MJ, mais la campagne où on veut toujours qu'il y ait les mêmes PJ. Ouais, ça pose un petit peu souci parce que dès que quelqu'un a un imprévu, bah voilà, ça fout tout par terre, donc ça peut être bien d'être un peu élastique. Très, très rapidement, ça peut être intéressant aussi de savoir comment gérer quand on a plus de joueuses que prévu. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on leur donne, un force de drama? Est-ce qu'on accepte quand même de faire ce donjon à 15 personnes? Est-ce que, on bombarde une joueuse, co-MJ? Enfin voilà, il y a plein d'astuces, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que des fois tu peux avoir beaucoup plus de monde que prévu. Moi, ça m'est arrivé quand je jouais en médiathèque, j'arrivais, je pensais que j'allais avoir 4-5 ados et puis il y en avait 13, qu'est-ce qu'il fallait faire? Aïe. Merci Tapis qui dit c'est à partir de 15 qu'on s'amuse. Aïe. Je suis complètement d'accord pour ce qui touche aux campagnes ouvertes. C'est devenu mon format préférentiel, vu que j'ai tendance à faire jouer en assaut et que je ne sais pas forcément quel joueur ou quelle joueuse sera dispo à tel ou tel moment. Je peux garantir que ça marche. Et en fin de compte, je trouve ça plus confortable. Et je trouve même ça plus confortable en maintenant plusieurs campagnes ouvertes à la fois, même si c'est à l'intérieur du même univers. Le deuxième point que tu soulignais, c'était à propos des joueurs surnuméraires. Une solution envisageable, c'est de leur donner des rôles de PNJ. Même si c'est quelque chose qui peut s'avérer assez frustrant. Enfin, je sais, même si je ne l'ai pas pratiqué à titre personnel, que des MJ ont tendance à gérer un trop plein de joueurs de cette manière. Donc je sais que c'est envisageable. Après, à voir si quelqu'un a une expérience pour en parler, moi je suis preneur. Ah ben, sur les différents points, je pense que ça dépend énormément aussi du type de campagne que tu joues. Parce que tu vas avoir des campagnes quand tu es sur du suite de scénarios comme un jeu en assaut, tu peux beaucoup plus facilement faire des tables ouvertes. Mais quand tu es sur des campagnes longues, moi je sais que là par exemple on est sur une campagne qui a commencé il y a 15 ans, tu te retrouves avec une situation où si jamais tu essayes de faire une table ouverte sur des trucs comme ça, tu te retrouves à ne faire jouer que les scénarios et tout l'aspect de downtime où tu as toutes les interactions entre personnages, les évolutions entre les personnages et quelques PNJ passe à la trappe. Et moi, c'est quelque chose que du coup, j'aime pas du tout, personnellement. Mais c'est fonction du type de campagne qui est menée, en fait. Et t'as la même chose qui est la problématique sur l'absence d'un joueur. Bien évidemment, quand tu es sur une campagne longue comme ça, où du coup, le MJ peut se permettre de centrer des intrigues sur un personnage particulier. Du coup, tu peux pas te retrouver avec l'absence du joueur pour le scénar parce que du coup, tu perds la trame même du scénar parce que l'ensemble du scénar est pas basé sur l'univers, mais sur le personnage. Donc ça, c'est la problématique. Après, tu demandais par rapport au rôle surnuméraire. Moi, ça m'est arrivé de faire jouer justement quelqu'un, de lui filer un rôle de PNJ. Ça m'est arrivé une fois avec en gros la copine d'un pote qui est passée et qui était en mode tiens, vous faites quoi? Du coup, bah, on lui a filé un rôle. En plus, c'était son initiation. Elle n'avait jamais fait de JDR. Mais du coup, ça lui a permis d'avoir quelque chose à faire plutôt que de juste nous regarder jouer. Et c'est aussi intéressant parce que ça permet d'avoir un PNJ qui, de base, aurait été le PNJ lambda qui est le truc complètement anecdotique dans le décor. Et du coup, c'est un PNJ qui a eu une véritable vie et qui a pu évoluer par la suite. Donc, c'est assez intéressant. Ok, donc je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur la première partie, mais c'est à Casseo Quidam de prendre la parole. Donc, Oui, alors j'espère qu'on m'entend du coup. La technique des PNJ, il y a effectivement des jeux qui proposent des solutions pas réellement telles que, mais voilà, Ars Magica qui propose
quand on crée son personnage, de créer aussi des compagnons qui font des très bons PNJ à donner aux gens qui arrivent, ou la campagne ouverte, mais qui est, là par contre, tous ces exemples-là, c'est des exemples où en fait, c'est transformer l'imprévu en quelque chose de totalement prévu. Vu que dans une campagne ouverte, c'est pas imprévu en fait que les gens s'en vont, enfin partent et reviennent. C'est juste devenu un élément mécanique, du jeu parmi tous les autres. Ouais, tout d'abord, je vais juste rebondir sur Dedalron et puis Caseo. Dedalron dit qu'il y a des campagnes où tu peux pas te permettre d'être en table ouverte parce que c'est très très axé sur un staff de PJ assez stable et persistant. Je peux évidemment l'entendre. Peut-être que la solution, ça peut être quand on a en fait d'avoir cette campagne fixe où on joue avec les habitués tout le temps, et puis le soir où il y a une personne en plus ou une personne en moins, enfin, eh bien, on a en plus de ça une campagne en table ouverte qu'on gère en côté, qui est un peu la campagne bouée de sauvetage, quoi, hein, tout simplement, qu'on va ressortir quand on n'a pas exactement les personnes qu'il nous faut. Aussi, je voulais parler de la défection de joueuses en cours de partie. Ça, je crois que c'est aussi quelque chose qu'il faut un petit peu planifier. Moi, je me rappelle d'un week-end de jeu où en fait, il y a pendant toute une après-midi, il y a un joueur qui a été malade et du coup, il n'a pas pu jouer. Il est revenu que le soir, et le lendemain, c'était un autre joueur qui était malade. Voilà, et donc bon, j'ai pas de conseils en plus que les vieux conseils habituels, improviser, soyez élastique dans le monde de PJ et tout. Mais c'est juste qu'il faut avoir ça en tête, tout simplement pour, en fait, il faut se dire que c'est possible pour pas être déçu quand ça arrive, quoi. Ok, bon ça arrive, c'est pas grave, on va s'adapter, et puis c'est bien, quoi. Oui, bonjour à tous, j'espère qu'on m'entend bien. Du coup, moi je vais aborder le thème enfin, je vais aborder le truc d'une autre façon. Moi, l'imprévu, c'est ce que je cherche dans le jeu. C'est si je vais en tant que MJ ou en tant que joueur, j'ai pas envie que tout soit tracé à l'avance, quoi. Enfin, c'est très rare que ça m'arrive. Alors peut-être pour certains jeux très précis, tu vois. Mais globalement, en fait, je viens à la table avec l'espoir d'avoir de l'imprévu. Et personnellement, depuis déjà quelques années, mon style de maîtrise, c'est d'essayer d'embrasser le plus possible cet imprévu venant des joueuses ou de moi-même, et de me laisser aller, quoi, en faisant du ping-pong des idées avec les autres. Alors peut-être que c'est pas le style traditionnel avec un scénario d'enquête où c'est très bien écrit depuis le début et qu'il faut vraiment aller le chercher ou autre. Je trouve que l'imprévu, ça peut être vraiment positif. J'ai mémoire de pas mal de gens qui m'avaient raconté leur partie et comme quoi un truc qui est imprévu leur avait fait leur soirée et avait permis d'enchaîner sur un truc qu'ils trouvaient cool globalement durant les prochaines heures. Du coup, moi, ce que je cherche, c'est plutôt des outils qui permettent de générer de l'imprévu. Et générer de l'imprévu, ça veut pas... enfin, générer de l'imprévu cool. Effectivement, il y a les jets de dés, vous allez me dire. Euh, mais après, ça arrive souvent de faire des jets de dés où en fait l'échec est pas intéressant. Du coup, pourquoi générer de l'imprévu quand c'est pas intéressant? Moi, ce qui m'intéresse, c'est les outils justement qui permettent à chacun d'exprimer, des outils qui permettent à chacun d'exprimer son imprévisibilité. Et du coup, que voilà, on soit tout le temps dans le sentiment d'aventure, à ne pas savoir ce qui va arriver, MJ compris, quoi. Ouais, je vais rebondir là-dessus parce que c'est vrai que c'est quelque chose de super intéressant. Moi, j'avais fait une campagne en tant que MJ complètement là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, alors c'était sur une campagne Star Wars. L'objectif des joueurs était de reprendre un système à l'Empire, donc le truc vraiment bateau. Mais en fait, j'avais vraiment vraiment bossé le secteur. Qu'est-ce qu'ils avaient comme opposition, ce genre de choses. Et il n'y avait pas de trame du scénario. C'est-à-dire que le scénario, c'était au départ, vous avez vos supérieurs hiérarchiques. Ils vous donnent un dossier. Le dossier avec ce que de leur côté ils savaient de ce qu'il y a en face. Et la mission, c'est vous devez reprendre le secteur. Maintenant, vous vous démerdez. Et du coup, c'est les joueurs qui décidaient, on va faire cette opération-là sur cette planète-là. Et moi, je ne faisais que de la réaction. C'est-à-dire que je savais qu'est-ce qu'il y avait réellement sur la planète, qui était des fois différent de ce qu'ils avaient dans leur dossier, et comment l'Empire aurait réagi si jamais il y a ça qui arrive.
Et du coup, on est complètement sur une campagne en réaction à ce que font les joueurs. Il n'y a pas de véritable trame de scénario qui sont prévues à l'origine. Alors après, bien évidemment, on en rajoute, c'est-à-dire que suite aux événements, il est logique qu'il y a ça qui se passe, et ça va déclencher certaines actions, ou derrière, ça va déclencher une trame globale de scénario, mais mes trames globales de scénario, elles faisaient pas plus de 2 lignes, quoi. Donc ça, je trouve que c'est super intéressant, parce que ça permet justement d'avoir les joueurs qui construisent leur histoire, plutôt que de vivre un scénario qui est déjà écrit. Effectivement, avoir un setup de base et se greffer en réaction, c'est une méthode de gestion de scénario, bac à sable, en fait, qui est connue, qui est performante. Je le dis comme si c'était une vérité générale. On est d'accord que, enfin, le connu, c'est le cas, c'est une vérité générale. Le performante, c'est de ce que j'en ai testé moi-même, voilà, pour remettre les choses dans le cadre. Moi, ce qui m'intéressait pas mal, surtout, c'était ce que disait Tapis à propos de l'imprévu. Et c'est ce sur quoi je voulais rebondir, parce que ça me semble répondre à une définition de la surprise, telle que l'étudie Raphaël Baroni. Dans la première partie de la conversation, je disais qu'on avait un expert francophone en plus, coup de chance, de l'attention narrative, plutôt dans la littérature et un petit peu dans le cinéma, mais donc, et comme toujours, le jeu de rôle est un peu le parent pauvre des études de ce côté-là. L'une de mes oppositions avec Baroni, et justement je m'y oppose en tant que stylisticien face à un narratologue, cette fois, vu que j'ai les deux casquettes, c'est que lui voit la surprise comme quelque chose qui te force à réévaluer la situation et qui jaillit un peu comme un pop-up, comme un Deus ex machina. Et il me semble que lorsque tu es dans une gestion de l'imprévu qui est créée par association d'idées, par réponse avec les joueurs, on est forcément dans cette dynamique de Deus ex machina. Et ce que je montrais dans mon travail de recherche, c'est que la surprise... Merci Thomas. Ouais, j'ose aller contre le spécialiste mondialement reconnu du sujet. Mais donc ce que je montrais et ce que je démontrais, c'est que la surprise, même si elle conditionne pas une forme de tension narrative du point de vue du spectateur, c'est-à-dire que du coup, le spectateur va pas constamment ressentir la surprise. La surprise, elle est foncièrement ponctuelle. Elle arrive à un moment donné dans l'histoire, et après, le délai de récupération face à une surprise peut être long. Mais en soi, ça va pas être un sentiment, un état, on peut dire une disposition émotionnelle, c'est des termes exacts, qui va durer. Donc elle va pas configurer la fiction, pour prendre les termes exacts. Le truc, c'est que la surprise, elle peut s'enraciner très très loin dans l'intrigue. Et du coup, même si on la prend, même si en tant qu'interprète qui la ressent, donc spectateur que lecteur, en tant que celui qui la prend et qui la reçoit, on peut, pour nous, elle est ponctuelle, elle apparaît à un moment T. Pour le créateur qui est derrière la fiction, lorsqu'il y en a un, elle peut représenter une construction extrêmement élaborée. Et c'est là où ça devient très important, c'est que plus cette construction va être élaborée, et plus la recognition, donc le choc postérieur à cette surprise, va être intense, va être puissante. Du coup, il me semble que on perd quelque chose si jamais on renonce à cette forme-là de surprise, qui est, somme toute, bien spécifique, et propre au scénario d'enquête, en fin de compte. Ouais, donc j'avais 2 points. Le premier est un petit peu en réaction avec ce que ça avait dit, parce que quand on parle de gestion de l'imprévu, on a surtout abordé en fait, il y a un input narratif qui arrive, et puis qu'est-ce qu'on fait avec, alors que ça contredit la préparation, ceci, cela. Mais généralement, c'est comment on gère ça, tu vois, comment notre cerveau narratif gère ça, comment le côté conteur va gérer ça. Mais on a aussi la gestion émotionnelle de l'imprévu, et notamment par les joueuses. C'est-à-dire comment les joueuses mais bon, pas le MJ aussi, mais bon, le MJ, il est censé devoir gérer ça. Enfin, si son PNJ préféré se fait tuer, il n'est pas censé pleurer toutes les larmes de son corps, et voilà, ils sont là pour ça. Les PNJ, c'est comme ça, même si c'était pas prévu qu'ils meurent. Mais par contre, comment les joueuses vont gérer émotionnellement de l'imprévu? Alors, je parle pas forcément de trucs de sécurité émotionnelle, mais plutôt, on va dire, une sécurité cognitive, ou alors
par rapport au contrat de confiance. Alors je vais prendre un exemple parce que là c'est pas clair. Je me rappelle un joueur qui m'avait raconté une partie, ils font une partie médiévale fantastique, et puis et en fait ils se rendent compte ils sont dans un village un peu bizarre, et en fait ils se rendent compte que dans le village tout le monde est des robots. Donc en fait il y a un énorme plot twist, c'est-à-dire que en fait c'est pas de la fantasy, c'est de la SF, et le joueur avait détesté en fait cette surprise-là. Pour lui, il y avait voilà, il était venu pour faire de la fantasy, et voilà, il s'était fait arnaquer en quelque sorte. Et j'ai eu ça aussi à ma table. J'avais fait pareil, à peu près le même genre de plot twist. C'est-à-dire que bah, c'est une campagne de fantasy, tout ça. Et puis en fait, deux scénarios, il y a des vaisseaux spatiaux qui débarquent. Plot twist, bah, j'ai un joueur qui a carrément quitté la campagne à ce moment-là parce que voilà, il supportait pas ce changement de contrat social. Il n'était pas venu pour ça. Inversement, il y a des joueuses qui peuvent au contraire s'entraîner à gérer cet imprévu, c'est-à-dire ok, bah, mon personnage est super surpris, il est sur le cul, et comment je vais jouer ça? C'est notamment ce que Jenny appelle jouer l'impact. Ils veulent avoir un gros contrôle sur la direction artistique, sur les thématiques qui vont être abordées, sur le type d'histoire qui va être vécu, enfin ou le canon esthétique, enfin diverses choses quoi. Et en fait, ces jeux forgiens, quand même, ils sont rarement avec des scénarios. Eh bien, ils vont énormément guider d'autres aspects, voilà, tels que la direction artistique, le comportement des jeux comme Apocalypse World, je trouve par exemple, drive beaucoup le comportement des personnages. C'est-à-dire que les personnages, ils sont quand même corsetés dans le type de comportement qu'ils peuvent avoir et tout. Voilà, c'était important pour moi de souligner qu'il y avait aussi cette école-là, et que l'imprévu se canalise pas uniquement par le scénario, mais par d'autres artefacts de système aussi, quoi. Il me semble que tu abordes là un sujet assez intéressant, parce que pour l'instant, on a seulement parlé de l'imprévu pour les MJ, comme si c'était seulement la partie intéressante. Comme si les joueurs et les joueuses ne pouvaient pas être consacrés à cette forme d'imprévu. Et tu fais très bien de souligner que il peut y avoir un imprévu émotionnel, mais ça me semble un petit peu participer à la logique de la quête. C'est-à-dire que la logique de la quête, l'implicite derrière, c'est de partir du principe qu'on va forcément proposer une histoire intéressante. Bah oui, parce que si on propose une histoire forcément intéressante, le joueur n'a aucune raison de laisser la quête de côté. Et ça explique que dans plein de jeux, la quête soit laissée de côté. Et enfin, on n'est pas d'option de refuser la quête ou d'essayer de la prendre autrement, d'aider un autre personnage. On a juste le choix, bah, éventuellement, de ne pas faire la quête. C'est bon, ce sont des jeux surtout linéaires, mais c'est des jeux qui existent. Et en particulier dans le domaine du jeu vidéo. En fait, il me semble que c'est un gage de modestie de la part des créateurs et de la part des MJ de dire que on peut pas être certain des réponses des autres, des appréciations des autres et de ce qu'ils veulent ou de ce qu'ils ne veulent pas faire, et de se laisser une bonne porte là-dessus, une porte d'écoute évidemment. Tapis dit qu'il y a des jeux qui peuvent réserver des secrets pour la MJ. Est-ce que tu voudrais nous en parler du coup, Tapis? Ça me semble bien prendre le contre-pied de ce que je dis. Bah oui, bah les jeux. Alors, bon, maintenant on parle de jeux avec MJ. Merci de me donner la parole. Donc désolé Bellefeuille, mais du coup ouais, il y a des styles de jeux, donc des jeux inspirés de Bob, de BTA et autres, qui en fait nous donnent de la possibilité aux joueuses des parts d'univers par exemple, et où en fait les joueuses dans leur coin peuvent s'imaginer des trucs et le sortir au moment qu'elles trouvent opportun, et donc sortir des informations dont le MJ n'était pas au courant, mais que elles avaient préparé. Et j'ai un exemple. Alors je suis désolé, je suis vraiment désolé. Je parlais de mon jeu, mais parce que c'est l'exemple que je connais le mieux. Dans un de mes jeux qui s'appelle Légende, on répartit l'autorité de l'univers entre les personnages et enfin entre les gens autour de la table. Mais il y a un MJ, hein, je rassure. Et du fait que de ça, tu as des joueuses qui peuvent travailler ce pan d'univers, genre par exemple les paysages, les factions, etc. Elles peuvent le travailler dans leur coin. Je vois scandale dans le chat, oui, je suis désolé. Elles peuvent travailler ce pan d'univers dans leur coin et après le ressortir durant la partie. Et du coup, avoir des choses qui sont secrètes pour le MJ. Moi, je l'ai playtesté avec des gens qui m'avaient caché des informations sur le monde.
Et au moment où qu'elle trouve un porte, elle disait, en fait, depuis le début, tatati, tatata, et je suis ah d'accord, ok. Voilà. Ouais. Alors, je me permets quand même cette remarque. Niveau placement de produit, on a été suffisamment bien avec les jeux de Thomas pour te le permettre. Donc, n'aie pas de scrupules et n'aie pas d'inquiétude. Du coup, Thomas, justement, toi qui critiquais le placement de produit, vas-y, à toi la parole. Je vais juste relire ce qu'a dit Dedaron d'abord parce que ça va introduire ce que j'ai à dire et puis je pense que ceux qui écouteront le podcast, ça les intéressera. Il dit le refus de la quête, on l'a fait une fois à notre MJ, ça l'a scotché sur place. Mais au final, on a refusé car on avait trop de trucs en suspens, des problèmes non résolus suite aux multiples scénars d'avant. Donc ce n'est pas comme s'il n'y avait rien à faire. C'est juste que le MJ a dû se réadapter pour faire quelque chose de complètement différent de ce qu'il avait planifié. Alors ça m'amène à faire un placement de produit aussi de mon côté. Ouais. J'en ai fait 15 000 déjà. Euh, En fait, dans Marche Branche, le refus de quête, c'est clairement quelque chose qui est prévu en fait. C'est-à-dire que ça amène à un dilemme moral quand tu refuses. En fait, quand quelqu'un veut te donner une quête et que tu la veux pas la faire, eh bien, la situation de cette personne va s'empirer et en fait, personne d'autre que toi ne peut résoudre sa situation. Il y a il y a une histoire de malédiction, ce qui fait que refuser une quête, tu peux le faire, mais c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois prêt à laisser la personne vraiment dans des gros ennuis et que personne d'autre pourra régler. Mais du coup, l'idée c'est que le jeu te bombarde de quêtes et c'est fait pour que c'est tout à fait intéressant que t'en refuses, on passe à une autre et puis voilà. Mais on fait pas ça de quelque chose d'anodin, quoi. C'était la minute placement de produit par Thomas Munier. Non, mais oui, complètement. Comme le dit Bellefeuille, ce jeu est complètement sadique. Bien d'accord avec. Enfin, bien d'accord avec toi. Et voilà. Est-ce que il y a des choses sur lesquelles vous voulez rebondir à ce stade? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent importantes et qu'on n'aurait pas abordées? Un type d'imprévu qu'on n'a pas abordé aussi, c'est quand c'est le MJ ou la facilitatrice qui peut pas jouer. La personne a la migraine ou peut carrément pas venir et tout. Et donc, je crois que c'est intéressant d'avoir toujours des nanogames de côté. Le mieux, éventuellement, quand on a une table qui est pas habituée à gérer les jeux par elle-même, parce que bon, il y a quand même pas mal de tables où, si tu veux, t'as une personne à la table qui fait MJ et facilitatrice et les autres elles sont MJ la plupart du temps. Je crois que c'est toujours bien d'avoir un petit force de drama sous la main, tu vois, pour se gérer sans le MJ en son absence. Après, maintenant, on va aussi avoir des autres outils, comme on peut se faire aussi un petit Escape Tales, on peut se faire un petit Time Stories. Voilà, c'est des jeux de plateau un petit peu narratifs qui vont un petit peu permettre d'avoir quand même la saveur jeu de rôle qu'on n'aurait pas si on se disait non, on peut pas jouer parce que notre MJ est absente. Alors, je pense que ce genre de choses rentre plutôt dans les problèmes méta et que du coup, enfin, je vois même pas pourquoi il y aurait une obligation de faire un jeu de rôle quand, pour une raison ou une autre, on ne veut ou ne peut pas le faire. On peut très bien partir sur complètement autre chose. Enfin, je vois pas pourquoi il y aurait l'obligation de continuer sur cette lancée, à titre personnel, évidemment. Alors, je note quand même la réponse de Thomas à l'écrit. Occuper sa soirée à autre chose qu'un JDR? Scandale! Tu cries beaucoup au scandale aujourd'hui, Thomas. Eh bien, ce que je vous propose, c'est prochain sujet, le scandale en JDR. Aïe, aïe, aïe. Fallait pas le dire. Fallait le cacher. Ce que je propose, c'est qu'on arrête là la conversation enregistrée et qu'on passe en libre conversation pour ceux et celles qui en ont envie.